Yo, c'est Cataclic, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo analyse du tome 16 de Radiant, donc Radiant étant l'un de mes mangas préférés, et voulant partager du contenu sur le manga étant donné que j'en vois très peu, si ce n'est presque pas sur YouTube, j'aimerais en partager un peu plus. Si des gens peuvent se retrouver et qu'on puisse partager ça ensemble, bah, ça me ferait vraiment plaisir. Donc bon, Radiant, manga de Tony Valente, hein, heu manga qui a commencé sa publication en juillet 2013 de mémoire. Donc bah, j'étais tout petit quand c'est sorti et j'ai tout de suite accroché et depuis toujours, j'ai acheté les tomes. Donc là, je m'autorise à faire l'analyse sur Mangascan pour que ce soit plus simple, pour moi et pour vous aussi, pour voir les images et cetera. Mais je possède bien les mangas en physique. J'ai toujours acheté, tous les mangas parce que, bah, déjà ça soutient un auteur, dessinateur, enfin le mec fait tout, tout seul quoi et c'est un Français, donc ça soutient, c'est plutôt cool. Ça fait une belle collection, j'adore les illustrations, et à terme, quand la collection sera pleine, je pense que ça sera vraiment top. Sachant que Tony Valente, je crois que dans sa dernière annonce, a annoncé qu'il ne pensait toujours pas être arrivé à la moitié de l'œuvre, donc ça laisse, beaucoup d'années encore devant nous, sachant qu'il fait tout, tout seul. En moyenne, on a un tome à 1 tome et demi par an, on va dire 2 en ce moment, il a l'air d'aller un peu plus vite. Peut-être qu'il a commencé à s'entourer, je sais pas. Mais en tout cas, on va partir sur l'analyse du tome 16, donc le dernier en date. Je fais l'analyse du tome 16, bon, ça fait un moment qu'il est sorti, soit, mais en novembre, il y aura le tome 17 qu'il va sortir. Et donc c'est plutôt cool. Et je pense faire une vidéo aussi analyse du tome 17. Donc là, on a sur la première de couverture, on a Opilion, ou Opilion, vous le dites comme vous voulez. Personnage que je trouve très badass, avec un alter assez particulier. Mais malgré tout, le personnage est vraiment cool. Son design est vraiment cool et bah, j'aime beaucoup ce personnage. Donc on va faire une analyse, chapitre par chapitre. Donc bah, dans un premier temps, dans le 1er chapitre, on se rend compte, rapidement, voilà, de la beauté de la glèbe, hein. On peut voir que la glèbe, bah, c'est les dessins en couleur de Tony Valente sont vraiment magnifiques et la glèbe, bah, c'est vraiment, bah, très, très bon. On se voit qu'on est en dessous de la ville, donc bon, on sait qu'on est avec, on va dire, les méchants, les refoulés de la ville. Heu, il se passe pas des choses, très légales, dans ce coin-là, mais l'image qu'ils nous en donnent là, bah, ça a l'air vraiment top. Donc on commence, on va dire, le chapitre, par ça. Ensuite, si on va à la page, 13, donc on a tout de suite un fight, donc Lupa, hein, qui a essayé de s'incruster, chez, on va dire, c'est pas vraiment des domiteurs, je pense, mais c'est des servants pour essayer de s'infiltrer là-bas. Donc on voit que Lupa, sait se battre, hein, de jusqu'à aujourd'hui, on n'avait pas vu, vraiment, qu'elle savait se battre. Donc ça, c'est plutôt intéressant, je pense, de voir qu'elle sait se défendre, un peu comme, Ameline, lui aurait sûrement enseigné. Donc ensuite, si on va à la page 20, hem, on voit que, Kamagoe, se rappelle de son enfance. Donc on a plusieurs informations grâce sur cette page. La première, c'est qu'il aurait déjà croisé, Mélie par le passé, qui était avec sa famille, complète visiblement, que la mère frappait déjà, Mélie. Bon là, on peut voir déjà qu'elle a son regard, qu'elle a actuellement, hein, donc un peu de folle, au moment le même regard qu'elle avait dans son souvenir avec, sa sœur, Vénélope. Mais du coup, on peut voir que auss également que Kamagoe est petit et qu'il est déjà avec Opilion et d'autres, et on peut voir qu'aussi Opilion avait des cheveux à l'époque. Donc ça veut dire que les Domitors semblent être une famille assez, on va dire, assez soudée depuis un petit moment. Et donc ça, c'est une information qui est plutôt intéressante pour, comprendre les liens qu'ils ont, heu, qu'ils ont entre eux. Et donc si on va à la page, bah, la page juste après, la page 20, heu, voilà, on voit, j'ai noté la page 20 parce que Opilion reparle du plan Tartaros. Donc que va-t-il être, enfin, que va être ce plan? Je pense que c'est lié à Seth, hein, vu que Hadès souhaite mettre la main sur Seth, et je pense que c'est pas uniquement lié à la mort d'Amelin. Au-delà de ça, étant donné que, Amelin est proche de, de Lupa et que Lupa semble ne pas être si proche que ça des Domitors, je pense qu'ils veulent pas simplement venger la mort, d'Amelin, mais ils veulent vraiment avoir la main sur Seth, tout comme, les thaumaturges, les inquisiteurs. Car Seth, voilà, on va voir avec, ce tome, semble avoir un lien très puissant avec le Fantasia,
comme ses frères, comme Piodon ou Sirdon, peu importe le nom. Donc c'est intéressant. Donc voici ce que j'ai noté sur ce premier chapitre. Pour moi, c'est les informations essentielles de ce chapitre. Si on passe au chapitre d'après, on peut aller directement à la page 31, juste ici. Donc là, on a une information, c'est la capacité de régénération partielle chez les nés sorciers. Donc voilà, il parle de cette caractéristique, ce monsieur. Comme quoi, comme quoi c'est intéressant. Et voilà. J'aurais tant aimé mettre à l'épreuve une fois de plus cette formidable capacité de régénération partielle. Donc là, je pense qu'on fait un lien avec Diabal, qui on voit qui a été forcément très très maltraité, sa peau, ses cicatrices, etc. Il s'en est même rendu aveugle pour éviter de croiser le regard de Piodon ou autre. Donc, donc en tout cas, il laisse sous-entendre que voilà, les frères de Seth, qui à l'heure d'aujourd'hui on n'en connaît que 3, selon le... Bon, on sait pas trop si Piodon c'est vraiment un frère, mais en tout cas il y a Triton et Diabal, il y en a sûrement d'autres. Apparemment c'est une grande fratrie. Et donc bah, c'est intéressant de savoir ça. Donc ils ont une capacité de régénération, d'où le fait que Seth soit aussi résistant. Ensuite, une information qui selon moi est très importante également, juste ici, donc là on revient sur la fin du tome 15, et donc ça nous confirme cette phrase-là, quand le cornu lui essaie d'épargner ses adversaires, entre nous dans quel camp la sauvagerie prend-elle racine? À mes yeux, bon, ça va le confirmer après dans le tome dans son entièreté, mais Dragunov change clairement de camp. Ça marque le changement de camp de Dragunov, et ça, c'est vraiment important. À mes yeux, Dragunov est, selon moi, il est dans le top 3 des personnages les plus smart de l'œuvre, et de plus intéressants et importants, je pense, de l'œuvre. Enfin, important peut-être pas, mais en tout cas, des plus intéressants à... Je trouve le personnage vraiment cool. Et là, il change enfin de camp, et ça, c'est vraiment intéressant. Et donc ensuite, si on va à la page 45, ça résume en fait ce qui vient de se passer. Il a réussi malgré tout, malgré la blessure de Torque, hein, qui est un miracle surpuissant, à s'enfuir. Donc ça marque malgré que Dragunov soit bon à l'arc, malgré que ça soit un soldat de distance, heu, il a quand même, une sacrée résistance, et il arrive à garder son... Comment dire? Il arrive à rester lucide malgré la situation et à s'enfuir, donc à mes yeux, c'était quand même un petit passage assez important. Donc voilà pour le chapitre 118. Maintenant, si on passe au chapitre 119, on va aller à la page. J'ai oublié de noter la page. Alors on va la chercher ensemble. J'ai oublié de noter la page. Donc là, on voit Mir, voilà, donc qui essaye de raisonner Seth pour éviter que bah, il se fasse avoir encore une fois comme par le passé par cette petite infection là. Donc ensuite, Mir retourne dans son état. On voit il semble être épuisé. Et en fait, l'information que je voulais mettre en avant, c'est qu'à un moment, il le dit clairement. Donc là, bon, il parle du fait qu'il vient d'arriver chez les Coven, donc ça, Seth le savait toujours pas. Donc bah, et on va dire qu'il découvre, là, il y a un petit moment drôle il y a un petit moment drôle dans l'œuvre, ça on aime toujours, hein, de la part de Tony Valente, l'humour. Et donc là, pour moi, cette case est une information importante. Mir s'affaiblit, bon, on sait qu'il est pas tout jeune, hein, il a 800 et quelques années, mais il l'a dit lui-même, c'est censé être encore un bébé, pour son espèce. Mais à cause de la perte de la forêt de Keilt, et bah, il s'affaiblit. Et là où, par le passé, quand je lisais l'œuvre, Mir, quand il est en mode monstre, en mode Myrdine, selon moi, est l'un des, si ce n'est le personnage le plus puissant de l'œuvre, jusqu'à maintenant, hein, vu ce qu'on avait vu par le passé. Heu, Vu ce qu'il dit, bon, ça craint un peu. Donc je voulais le mettre en avant, comme quoi il s'épuisait. Et ensuite, si on va à la page 58, donc là, on voit un peu les inquisiteurs, et qui commencent à avoir des soupçons, hein, qui commencent à chercher un traître. Donc selon eux, bah, selon ce qu'on va entendre, ça partirait sur Dar Dragunov, mais selon ce qu'on va voir dans le chapitre d'après, et même selon ce que nous, on a pu lire et comprendre, ce n'est pas Dar Dragunov le traître. Sinon, je pense que Tony Valente l'aurait mis en valeur. C'est quelqu'un d'autre, il y a un autre traître. Parmi, en tout cas, c'est ce que je pense. Donc ensuite, si on va sur le chapitre 120, on va aller à la page 71, juste ici. Donc là, j'ai noté cette page, pourquoi? Parce que Dragunov et Grimm se re-rencontrent. En tout cas, ils discutent plus, ils font un peu plus connaissance, on va dire. Hem
Selon moi, c'est la rencontre des 2 personnages de 2 des personnages les plus smart de l'œuvre, hein, qui pour moi Grimm c'est mon personnage préféré de l'œuvre en tout cas. Et là donc on rencontre, ces 2 personnages-là donc bah, pour moi c'est vraiment excellent quoi. Ensuite si on va à la page 78, j'ai noté qu'il y a l'introduction, bah, de ce personnage, hein, Vulcaeus, le roi de Convictis. Convictis, royaume qu'on n'a pas encore, vu. Mais en tout cas on rencontre bon alors, on va dire que Doc conclut que c'est le père du prince Vérone. Je ne sais pas si c'est vraiment son père biologique ou s'il y a une adoption ou déjà je n'arrive pas à comprendre si le prince Vérone est pas né au bizarrement parce que OK, c'est sa mère, mais c'est vraiment bizarre cette relation avec, mère et fils. En tout cas, on a l'introduction de ce personnage et 2 pages plus tard, page 80, on comprend qu'il y a une tension réelle dans la relation et donc bon voilà. Donc c'est pour ça que je mets des doutes sur, est-ce que c'est vraiment son père et cetera. Et la page d'après, on se rend compte que Doc, bon, il fait toujours des bourdes, mais que Ulmina semblerait avoir entendu que Doc a une infection. Bon, on a lu tout le tome, on sait que Doc va pouvoir s'enfuir. Mais bon, elle semblerait avoir entendu l'information et Doc, bah, il fait souvent des petites bourdes comme ça. Et ensuite, on va aller à la page 85, j'ai noté que, voilà, ici, Opilion, hein, qui a laissé se libérer Mélie, mais qui derrière l'a contrôlé, dans le chara-design, sa façon de parler et puis même l'avoir en première de couverture, j'adore ce personnage, il est vraiment très badass et très cool. Donc voilà ce que j'ai noté pour le chapitre 120. Maintenant si on va dans le chapitre, si on va à la chapitre 121, page 96, on a le retour de Piedon. Donc Piedon is back, donc ça c'est un peu chiant pour Seth, on va dire. À la page 104, juste ici, qu'est-ce que j'ai noté? Est-ce que je me suis planté de page? Peut-être la page 103. Ouais, voilà, plutôt page 103, je me suis planté de page. Où en fait, ce petit passage-là, on se rend compte que le maréchal, déjà dans le tome précédent, on s'était rendu compte que ce personnage était ultra puissant. Donc c'est pas pour rien qu'il est maréchal, hein. Bon, là, on se rend compte également qu'il est ultra smart. J'adore le côté, on va dire, il se rend débile volontairement pour, on va dire qu'on le sous-estime, mais en fait, c'est quelqu'un de très sournois, très intelligent, je pense, et j'adore ce personnage. Et ensuite, si on va à la page 105, là, on constate que Mélie est potentiellement une future Domitor. Bon, c'est les informations de ce chapitre, mais après, bien sûr, ça sort pas par scan, Radiant, ça sort par tome, donc on a le chapitre d'après. Et on va aller directement d'ailleurs au chapitre 122. On va aller à la page 116, où là, euh, donc on a l'introduction d'un nouveau personnage. Attendez, je me suis planté sur les pages. Pourquoi j'ai écrit les pages 116? C'est pas la page 116, c'est la page 115, donc il y a ça. Mais je voulais dire une autre information juste avant. Où est-ce que va être cette information? Ah oui, il faut que je retrouve quand est-ce qu'il en parle. C'est juste avant que Mélie, bon voilà, ils parlent on voit son combat, etc. Voilà. On a une introduction de Nergal en page 108, donc qui semble être le plus grand de tous les Domitors, celui qui en est à l'origine en tout cas. Euh, Son visage, bon, il est pas familier avec d'autres personnages, on voit qu'il a une sacrée infection par contre. Il a un chara design assez stylé, mais en tout cas, il pouvait contrôler plusieurs Némésis sans sort. On va dire qu'il avait vraiment un lien, comme peut le dire Opilion. Et donc, bah, ça, c'est vraiment cool. Ensuite, si on va un peu plus loin, du coup, on l'a vu tout à l'heure, mais Mélie, euh, donc, est dans son combat avec Lille, le nom de cette créature, visiblement. Euh, les Némésis ont des noms. A vraiment, donc là, on voit qu'elle pète un câble. En fait, on a l'impression que c'est son subconscient ou c'est le CID et que bah, elle est perdue. En fait, les deux personnalités se combattent dans le CID et du coup, bah, elle est en stand-by le temps que les deux se mettent d'accord, j'ai l'impression. Et on voit la page d'après que bah, elle se fait toujours traumatisée par sa mère. Donc voilà, Mélie est toujours perdue. Et ensuite, si on va à la page 121, j'espère que je me suis pas trop planté au niveau des pages. Bon voilà, on voit que le roi est toujours en remise en question. Il sait pas trop où il en est, hein. Non, en fait, il se met vraiment en question par rapport à ce que Torque vient de lui dire et par rapport à ce que ses suppléantes lui ont dit par le passé. Et on voit qu'il est toujours espionné d'ailleurs.
mais je pense pas que lui, ça soit le traître, hein. Après bon, peut-être pas parce que j'ai grandi avec Love et que le roi Herclès a été introduit il y a quelques tomes maintenant, mais je trouve que son côté, sa façon de parler et tout, ça commence à devenir un peu lourd, en tout cas c'est mon point de vue. Je pense que pour des personnes plus jeunes, ça passe toujours, mais je pense que ça commence à être un peu dépassé et donc je pense il faut que Tony Valente reste sur, comment il a commencé à développer le personnage forcément. Et peut-être que là, avec cette remise en question, il va peut-être commencer à parler un peu moins comme une racaille, comme il aime dire, donc on verra bien. Ensuite, si on passe sur le chapitre 123, donc chapitre 123, j'ai noté page 130. Ici, il y a selon moi une information essentielle. Donc là, on va dire qu'il arrive Seth arrive à déclaustrer les Némésis qu'il avait claustrés sur lui-même. Donc déjà, pour claustrer sur lui-même, il faut le faire. On voit que Grimm le fait, mais lui, c'est sur ses bandelettes. Là, il l'a fait sur lui-même. Il arrive à déclaustrer à par le bois qu'il a développé dans tout le bâtiment. Et donc, de cette façon, s'il arrive à étendre son corps dans le bois, qui est le bois créé par le Fantasia du coup, et qu'il arrive à déclaustrer, à mes yeux, Seth, bah, c'est du Fantasia pur en fait, hein. C'est un peu comme Mir, c'est du Fantasia pur. Heu, voilà, c'est ce que je pense. Donc ensuite, on verra sur le chapitre suivant que Seth a une sorte d'explication, mais je pense que, à mes yeux, Seth, c'est du Fantasia pur. Ensuite, si on va à la page 134, on se rend compte simplement que bah, avec les pages précédentes, hein, que Piedon est surbalèze. D'ailleurs, la fin de ce tome confirmera que Piedon est surbalèze. Si on va à la page 144, non pardon, d'abord 140. On note que, et avec les pages précédentes, que Grimm a pris le contrôle de Dragunov, et donc que Grimm, encore une fois, est surpuissant. Je le rappelle, Grimm est mon personnage préféré, et je pense que c'est l'un des personnages les plus surpuissants de l'œuvre. Il est, en tout cas, s'il a des faiblesses physiques ou par ses pouvoirs, il a l'intelligence derrière, ce qui fait qu'il est vraiment très fort. Euh, donc ensuite, si on va à la page 144, j'ai noté qu'il y a une nouvelle rencontre du coup entre Seth et Piodon, comme par le passé, et que bon, c'est pas tip top, on va dire. J'aime pas du tout quand ils se rencontrent. Après, je sais que ça fait avancer l'œuvre, mais à chaque fois, en fait, ce que j'aime pas, c'est qu'on est toujours frustré parce que ça va pas très loin. Et donc là, juste, bah, Seth lui dit qu'il lui fera subir, en gros, je crois que c'est la phrase du tome là qui est toujours derrière les tomes. Là, il y a toujours une phrase d'un des personnages dans le tome, et je crois que c'est la phrase qu'il dit. En tout cas, bon voilà, la rencontre est assez sommaire. Et ensuite, si on va à la page 146, Seth arrive à se déplacer dans le bois. Donc moi, quand j'ai lu le chapitre, je me suis dit, ça a confirmé ma théorie comme quoi Seth, c'est du Fantasia pur. Mais si on va au chapitre 124, donc chapitre juste d'après, et qu'on va à la page 150, Seth semble confirmer, ou c'est la page juste d'avant, pardon. Voilà, il a une théorie selon laquelle c'est le Cid. Il se déplace dans le Cid. Bon, soit, c'est sa théorie, moi j'ai la mienne. Bon, on a deux, j'ai une théorie. Après, bon, Tony Valente, c'est lui le chef de l'œuvre, hein. Mais je pense vraiment que Seth, c'est du Fantasia pur. En tout cas, son corps, il arrive à se régénérer partiellement grâce à la magie. C'est sûrement, voilà, je pense que c'est du Fantasia, comme ses frères. Ensuite, si on va à la page 166, encore une fois, une petite mise en avant de Grimm. Bah voilà, un Grimm qui a utilisé le thaumaturge. Il lui a fait confiance, il l'a sauvé. Et bon, il l'a mis sur une petite île, bon, il y a une petite barque, hein, mais vraiment, il avait tout réfléchi et c'est vraiment quelqu'un de. Après toutes les scènes d'action qui viennent de se passer, Grimm est vraiment beaucoup trop smart et trop cool dans son attitude. J'adore ce personnage. Et ensuite, si on va à la page 173, bon, c'est quasiment la fin du tome, hein, ouais, c'est la dernière page du tome. Voilà. Là, il arrive déterminé, le Piodon. Mais en tout cas, bon, c'est le passage, en gros, c'est un échange entre Grimm et Hadès. Grimm qui possède Seth avec lui. Hadès qui sort de Férénos, là j'ai oublié le blaze de l'autre, là. Sphérénos ou Sphéré, j'ai oublié. Euh, mais là, il y a Piedon qui arrive, donc on va dire que dans le tome, on voit que Oko demande à Diabal de se mettre invisible pour aller choper le parchemin dans lequel Seth est enfermé, mais que Diabal ne peut pas. Quelqu'un arrive, et ce quelqu'un, on se doute de c'est qui, un Diabal, on sait de qui il a le plus peur, on connaît sa kryptonite, on sait que c'est Piedon, mais on va dire que quand tu vois la page d'avant, et que tout le monde est sur le pied de guerre
tous les Domiteurs sont le pied de guerre, et on sait que parmi ces Domiteurs, des personnages sont sacrément badass. On a hâte que d'ailleurs Tony Valente les développe un peu plus. Après, il peut pas développer tout le monde, mais qu'on en apprenne un peu plus aussi sur leur lien, hein, parce qu'on comprend que ce groupe-là, c'est un groupe assez fraternel. Et dans la foulée, on voit Piedon, qui lui par contre arrive tout seul au galop et qui dit clairement: je suis juste venu pour accompagner mon frère. Donc, en tout cas, il semble pas avoir vu Diabol, il semble avoir vu que 7, mais il a l'air surmotivé, et donc ça annonce que du lourd pour le prochain chapitre et pour le prochain tome qui sortira donc en novembre. Donc j'ai hâte que tout cela sorte. En tout cas, ce tome est plutôt cool dans son ensemble. On avance. Après, c'est pas Tony Valente sort un tome à 2 tomes par an. Il peut pas s'autoriser à faire des scans. Enfin, il peut pas s'autoriser à faire des chapitres où on n'avance pas spécialement dans l'histoire. Donc c'est ça que j'aime beaucoup avec Radiant. euh, et c'est hyper intéressant. Et donc là, on a eu pas mal d'informations sur ce tome. On a hâte d'avoir la suite, on a hâte de voir le combat, hâte de comprendre pourquoi il veut récupérer son frère, pourquoi Hadès voulait Seth également. Euh, Toutes ces informations. On a hâte de voir aussi l'évolution de Mélie dans le combat contre Lille. Euh, voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que cette analyse vous aura plu. Je ferai sûrement d'autres vidéos sur Radiant. J'espère créer peut-être une communauté autour de ce magnifique manga. Et donc voilà. C'était Cataclic. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao!